Ok. Tout est bon, on Je voit vous votre écran, reçois tout marche bien. 5 Tout marche bien. sur 5. Merci. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, avant que M. Firmin ne commence, on va essayer de désactiver les micros. D'accord? Parce que là, moi, je n'ai pas accès comme organisatrice, ce qui veut dire que je ne peux pas désactiver certains micros. Mais si vous le faites, ça va nous faciliter pour la compréhension entre nous. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Baldé. Moi, je voudrais vraiment remercier l'ONG Éducation, Action et Climat pour l'éducation et le merci qui m'a été accordé pour échanger avec les amis sur ce sujet. Mais ici, quand j'ai partagé le temps là, je n'ai pas la main pour activer l'enregistrement. Est-ce que vous le faites à votre niveau là-bas? Madame Baldé. Pour l'enregistrement, oui, il y a une personne qui s'est connectée. Donc, ça peut aller? La personne qui enregistre a répondu. Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, une fois encore, merci pour l'invitation. Je salue tous les amis qui sont en ligne depuis quelques instants et effectivement, nous sommes vraiment désolés pour ce petit retard, mais ça va aller très vite. Parce que ce soir, nous allons aborder le sujet intitulé La nature sur la Terre, la sauvegarde de la biodiversité terrestre. Donc, on ne va plus tarder. Quand nous allons aborder ce sujet, on va faire d'abord quelques mots d'introduction. Après, on va chercher à comprendre certains concepts. Après, on va voir ensemble l'importance de la nature pour nous tous. Ensuite, on verra la notion de extinction des espèces et par la suite, les causes de la disparition ou de la dégradation de la biodiversité. Et vers la fin, on verra ce qu'il faut faire. Mais comme Mme Baldé l'avait déjà souligné, en un premier temps, je vais faire. Alors, c'est comme je le pensais, il a un souci de connexion sûrement. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? D'accord, merci. Donc, j'allais dire en introduction la Terre, puisque c'est d'elle que nous allons parler ce soir, la vie sur la Terre. Il faut rappeler que parmi toutes les planètes que les géographes ont étudiées, la vie se retrouve uniquement au niveau de la planète Terre. C'est pour le moment sur la Terre qu'il y a la vie, que nous avons de l'oxygène, que nous arrivons à respirer et que les conditions vitales sont possibles pour un être vivant. C'est sur la Terre. Et cette Terre, elle fait plus de 510 millions de kilomètres carrés de forme ronde. Mais quand nous prenons cette superficie de la Terre, près de 70% sont occupés par les océans et les mers. Et donc, environ 30% constituent la terre ferme. Donc, ce soir, nous ne voulons pas parler des eaux, c'est-à-dire nous n'allons pas parler des 70% de la terre qui soit occupée par les océans et les mers, mais nous allons plutôt parler de ce que on retrouve la vie qui se passe, ou ce qui se passe plutôt
au niveau des 30% qui constituent la terre ferme. Alors, au niveau de la terre ferme, on va rencontrer plusieurs milieux naturels. D'abord, des espaces agricoles. Il y aura des espaces pastoraux, c'est-à-dire l'élevage. Il y aura des espaces verts, c'est-à-dire les forêts, les savanes, tout endroit où des arbres ou bien des végétaux poussent. Et une partie, on trouvera des roches, on trouvera des montagnes. Et beaucoup d'endroits seraient du désert. Toujours sur la Terre, quand on laisse les milieux naturels, on va trouver des espèces vivantes, des êtres vivants. Que ce soit nous, nous qui sommes des humains, que ce soit les animaux, les végétaux, les champignons et même des micro-organismes, tout ça constitue la vie qu'il y a sur la terre ferme. Donc, on ira un peu loin pour faire un peu d'histoire parce que tout part de là. La connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous me recevez toujours? Pour moi, je ne vois pas quelque chose sur l'écran, rien absolument. Moi, je vous reçois et je vois très bien l'écran. Tout va bien chez moi Je ici. commence à recevoir. Nous, quand même, tout va bien et on voit l'écran S'il vous encore très plaît, bien. s'il vous plaît. Moi, je vois très bien l'écran, mais le son des Ça fois, peut être ça la bug. connexion. Voilà, ça peut être la connexion, c'est certain. Oui, c'est la connexion. C'est la Voilà, ça peut être connexion. la Donc, ce qu'on va faire, si vous avez un souci avec la connexion pour 1-2 minutes, il faut patienter, voir, parce que même moi, j'ai eu le souci tout de suite, mais j'ai vu que ça s'est rétabli, c'était à mon niveau, en fait. Donc, on va être patient. S'il y a des problèmes d'1-2 minutes, on reste patient, parce qu'après, on a les enregistrements qu'on pourra visionner encore, s'il vous plaît, d'accord? Il n'y a pas de souci. Pour moi, quand même, l'audio va bien. Je reste à l'audio, mais problème de l'écran, là, je vois rien. Maintenant, nous pouvons continuer. Et par après, l'enregistrement, si possible, vous nous mettez à notre disposition, en fait. C'est ça. D'accord, Inch'Allah, vous aurez ça. Donc, on recommence. Monsieur, vous avez la parole. Mais si on poursuit avec l'introduction, je disais qu'on allait faire un peu d'histoire parce que on a étudié, j'imagine, c'était à la classe de 3e, l'histoire, et on étudiait ce qu'on appelle la préhistoire, les 2 grandes périodes de la préhistoire. On parle de la période paléolithique, qui est l'âge de la pierre taillée, c'est-à-dire cette période-là où il y avait d'abord l'apparition des premiers hommes sur la Terre. Oui, ce moment où, en son temps, les gens faisaient juste de la chasse, faisaient juste de la cueillette, ils faisaient juste de la pêche. Et c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas obligation de cultiver quelque chose, ils n'avaient pas obligation de lever des animaux, ils vont prélever seulement les poissons dans les eaux pour manger, ils vont prélever aussi les animaux dans les forêts, et ainsi de suite, ils vont faire la chasse. Donc, tout était à leur disposition dans cette période paléolithique. Donc, à cette période-là, tout était là, les ressources, et puis l'homme n'avait pas de difficultés. Et à un moment donné, maintenant, quand il y a ou il commence pas à y avoir plus d'êtres humains sur la Terre, en fonction du nombre de personnes sur la Terre, quand ça évolue et que les ressources aussi continuent d'être piétinées, d'être prélevées, alors à un moment donné, tout commence par réduire, et alors que la population augmente. Donc, les gens sont à un moment donné obligés de se demander comment faire pour pouvoir faire face aux besoins. C'est là que va naître ou va s'enchaîner la période de transition, la mésolithique. C'est-à-dire qu'on va quitter la période de cueillette, de chasse, de pêche libre pour être obligé maintenant de produire nous-mêmes. C'est là qu'on rentre dans l'ère actuelle
qu'on appelle la néolithique. Ça, c'est le moment de la pierre polie où nous sommes maintenant obligés de faire l'agriculture nous-mêmes, nous sommes obligés de faire l'élevage nous-mêmes, les industries naissent partout parce qu'il y a plus de monde à nourrir et nous sommes obligés de trouver les moyens pour nous nourrir. Donc, en cherchant à nous nourrir et en faisant cette agriculture, à faire l'élevage, à faire les industries, nous piétinons maintenant la vie sur la terre. C'est là le problème que nous voulons traiter ce soir. Ça impose un souci de conservation parce qu'il faut que les ressources soient gérées, il faut que les ressources soient exploitées parce qu'on ne va pas catégoriquement interdire l'exploitation des ressources. On les gère pour pouvoir exploiter, mais il faut exploiter pour permettre aux générations futures de toujours trouver la capacité de pouvoir exploiter aussi. C'est là que la conservation intervient. Donc, la conservation, la notion de conservation, quand nous disons conservation de la nature, c'est comment gérer respectueusement les ressources naturelles afin qu'elles ne soient pas perdues ou gaspillées et que l'équilibre soit respecté entre la production et l'utilisation. Donc, quand il s'agit des ressources renouvelables, je prends un exemple de ressources renouvelables. Nous prenons par exemple une source d'eau ou bien le soleil. Alors, ici, la conservation va demander à comment faire pour éviter des prélèvements qui doivent être supérieurs à ce qui est produit. Donc, on va prélever, mais on ne doit pas dépasser ce qui est produit. Mais quand il s'agit des ressources non renouvelables, quand je donne ici, par exemple, exemple de ressources non renouvelables, si, par exemple, on prend une zone minière, par exemple, l'or ou bien le diamant quelque part où on connaît le volume, alors, les gens vont s'attaquer à l'exploitation, mais il faut l'exploiter de sorte à maintenir des quantités suffisantes pour que les générations futures puissent toujours trouver à exploiter. Quand nous disons qu'il y a des ressources dans nos pays, ainsi de suite, il ne faut pas mettre en place des programmes ou des moyens de gestion pour finir tout en un an. Non. Il faut planifier la gestion sur plusieurs années, de sorte que les générations futures puissent toujours aussi trouver à exploiter. Donc, la notion de conservation est catégoriquement opposée à la préservation. Ce sont souvent des thèmes qui sont vraiment clés et que les gens se confondent. Conserver veut dire exploiter avec réserve, mais alors que préserver ici, c'est éviter catégoriquement l'usage. Donc, quand on va dire de préserver la nature, c'est comment éviter catégoriquement l'usage de certaines ressources, ou bien préserver l'environnement, c'est comment éviter de ne pas user de certaines ressources, surtout quand c'est en voie de disparition, ainsi de suite. Donc, en ce départ de cette séance, il faut qu'on soit clair sur ces deux notions, la conservation et la préservation, qui sont deux notions un peu vraiment opposées. On va un peu loin pour comprendre d'autres thèmes. On va voir maintenant la biodiversité. La biodiversité, il faut se demander comment est-ce que ce mot est né, par qui? La biodiversité est utilisée pour désigner le concept de la diversité biologique. Et ce mot est introduit pour la première fois en 1988 dans l'analyse scientifique par Edward Osborne Wilson, qui est un ontologiste et biologiste de renom. Il est un Américain, il était professeur à Harvard. Donc, il s'agit en fait d'un néologisme composé à partir de deux mots, c'est-à-dire la biologie et la diversité. La biodiversité, c'est simplement la diversité de la vie sur Terre, que ce soit au niveau des espèces, que ce soit au niveau des écosystèmes, c'est toute une diversité. Mais je vais lire cette définition qui fait un peu plus unanimité, retenue par la Convention de la biodiversité, qui dit que la biodiversité est la variabilité
des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc, en résumé, c'est pour dire que quand nous parlons de biodiversité ici, ce n'est pas seulement la diversité de la vie ou entre les êtres vivants, c'est aussi la diversité au niveau des écosystèmes, des habitats qui les logent. Donc, au niveau de, quand vous voyez l'image qui est à côté de la définition, vous allez voir qu'en bas, il y a des poissons, il y a des tortues dedans. Ça, par exemple, ces poissons, ils sont dans un autre écosystème, ils sont dans l'eau. L'eau constitue là un autre écosystème. Alors que plus loin, vous allez voir des animaux, l'éléphant, et puis cette gazelle-là, eux, ils sont sur la terre ferme. C'est encore un autre écosystème. Quand vous voyez les animaux, les oiseaux qui sont en haut, dans les arbres et autres, là-bas aussi, ils sont en l'air, c'est autre écosystème. Donc, cette variabilité d'écosystèmes et cette variabilité au niveau des espèces constitue ce qu'on appelle la biodiversité simplement. Vous voyez, les éléphants vont être une espèce à part, les poissons une autre espèce, ainsi de suite. Donc, c'est toutes ces différences-là qui constituent la biodiversité. Maintenant, on va quitter la notion de biodiversité pour voir la notion de écosystème. Écosystème, c'est quoi? Écosystème, ça regroupe le milieu et la vie qu'il y a au niveau de ce milieu. Et l'écosystème, je dis, ça regroupe le milieu et la vie qu'il y a au niveau de ce milieu. Donc, l'écosystème est beaucoup plus déterminant et délimité. C'est pour quitter son micro. Merci, merci. Donc, le milieu ici que j'appelle biotope et la vie qu'il y a au niveau de ce milieu qui est appelé sous le vocal de biocénose. Donc, il y a la vie quelque part, des êtres vivants quelque part, plus le milieu, l'interaction qu'il y a entre la vie de ces êtres vivants et leur milieu, c'est ça qui constitue l'écosystème. Donc, en quittant la notion de biodiversité, on voit clairement que tous ces termes que nous employons tous les jours sont liés. Et il faut comprendre ça clairement en tant qu'environnementaliste ou en tant qu'activiste, écologiste, vous qui luttez pour la conservation. Alors, le dernier mot qu'on doit voir avant d'aller sur d'autres sujets, c'est la notion de espèce. Espèce. Nous parlons de espèce. L'espèce, c'est quoi? C'est la population d'organismes très proches. C'est-à-dire, quand on dit très proche ici, c'est qui se ressemblent. La notion de très proche ici, c'est qu'ils se ressemblent, ils doivent se ressembler. Maintenant, qui peuvent se reproduire entre eux. Donc, en plus de se ressembler, ils doivent pouvoir se reproduire entre eux. Donc, je vais prendre juste l'exemple de... je prends l'exemple des hommes, par exemple, parce que les hommes, tous les hommes constituent une seule espèce, l'espèce humaine. Ok, vous allez voir que tous les hommes, quand quelqu'un est vraiment un homme, il doit avoir certains organes et puis certaines formes pour qu'on puisse l'appeler homme. Et tous les hommes, même s'il y a différence de peau, de couleur, quand un homme et une femme vont, comment il faut dire, vont faire de rapports pour pouvoir aller à ce que je peux appeler fait d'enfants, ça fait la capacité de cette espèce humaine-là de se reproduire. C'est la même chose chez les animaux aussi. Le cas du lion ou bien même chez les poissons, ainsi de suite.
il y a beaucoup d'exemples sur ce sujet. Donc, quand c'est une espèce, il faut que d'abord, il se ressemble, ensuite, qu'il soit en mesure de s'accoupler et de se reproduire. Deuxième ou troisième critère, c'est que leurs descendants doivent être également féconds. Je prends toujours l'exemple de l'homme. Hein. Si nous sommes des hommes et que nous avons fait des enfants, il faut que nos enfants puissent à leur tour aussi être féconds, fertiles, pour pouvoir à leur tour faire des enfants, pour que nous soyons, par exemple, plus tard, grand-papa, mémé, ainsi de suite. Et c'est quand cela a pu avoir lieu qu'on peut qualifier cette lignée-là de espèce. Il y a autre critère qu'il faut considérer également. On dit, mais qui ne peuvent en principe pas se reproduire avec les membres d'autres espèces. Ce critère, c'est lié à quoi? C'est que vous pouvez retrouver un animal avec un autre, ils vont s'accoupler, ils peuvent s'accoupler, donner naissance à un petit et ou même à plusieurs petits, mais ces petits-là ne vont pas être féconds. Ne vont pas être féconds. Donc, c'est pour dire que lorsque il y a un animal qui s'accouple avec un autre animal et qui donne un petit qui n'est pas fécond, qui n'est pas fertile, ça veut dire que les deux géniteurs-là ne sont pas de la même espèce. Donc, je donne un exemple ici. Qu'on prend par exemple le cheval et zèbre. Les deux, ce sont deux mammifères qui se ressemblent et peuvent s'accoupler et vont donner, si possible, naissance à un petit qu'on appelle généralement zébrule. Les zébrules ne sont pas féconds et ne peuvent pas se reproduire par la suite. Et donc, quand c'est comme ça, les géniteurs qui sont cheval et zèbre, on ne peut pas dire qu'ils sont de la même espèce. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire par là. C'est la même chose avec les félins. Quand on prend le lion ou bien les tigres, les panthères, les guépards, les léopards, vous allez voir que ce sont des félins qui se ressemblent et si par erreur peuvent donner de petits. Quand le lion va s'accoupler avec les tigres, ça peut donner un tigron, mais ce tigron n'est pas fertile, n'est pas fécond. Là, nous ne pouvons pas dire que le lion et le tigre sont de la même espèce. Donc, ce sont des critères clés qu'il faut considérer pour comprendre la notion d'espèce. Veuillez bien vouloir les garder de près parce que c'était très important. Maintenant, nous venons sur la dame nature. Nous disons nature, nature, nature. La nature, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants. Ça peut être les animaux, ça peut être les plantes, ça peut être les champignons, qui interagissent avec leur environnement, c'est-à-dire leur habitat. Donc, déjà, quand nous sommes dehors dans notre cour sous un arbre, nous voyons la nature parce que nous-mêmes d'abord, nous sommes un être vivant et nous sommes peut-être sous un arbre. Donc, l'interaction qu'il doit y avoir entre nous et l'arbre, ou bien nous sommes peut-être, nous sommes allés à la plage, on plonge dans l'eau. En tout cas, la nature ici, c'est tout de suite ce que tu vois avec les yeux. Ce à quoi les yeux sont facilement ou déjà accessibles. C'est ça la nature. Donc, ça compose les êtres vivants et l'interaction avec et notre habitat. Nous n'allons pas épargner, nous les êtres vivants humains, dans cette catégorie d'êtres vivants qu'on cite, parce que nous sommes partout à la fois. Donc, là, on vient de voir tous les concepts nécessaires avant d'aborder les grands points, parce qu'il
il faudrait qu'on puisse accorder sur tous ces thèmes avant d'aller maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais bien me rassurer que j'ai été reçu jusque-là et, si possible, on va recevoir quelques questions avant que je ne déroule maintenant la seconde partie. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci beaucoup, Monsieur Firmin.